Après plusieurs heures, la quasi-totalité des tribus s'était dispersée, abandonnant le plateau aux quelques tribus préférant rester sur place. Sur les 9482 humains invoqués en ce lieu étrange, une vingtaine avaient déjà trouvé la mort, victimes des premières tensions entre groupes. Les affrontements tribaux, inévitables dans une telle confusion, avaient fauché des vies, alimentant la méfiance et l'instinct de survie de ceux qui restaient. L'angoisse ne cessait de croître. La sédation initiale leur avait permis de supporter le choc de leur arrivée, s'étiolait peu à peu, laissant place à une anxiété brute et oppressante. Face à l'inconnu, chacun était poussé dans ses retranchements. 2 malheureux, cherchant à éviter les sentiers les plus fréquentés pour descendre du plateau, empruntèrent un passage escarpé et traître. Leur choix se révéla fatal. Un faux pas, un équilibre précaire, et ils chutèrent. Les 9461 survivants s'étaient dispersés en 147 tribus, variant en taille de 11 à 373 individus. Les groupes les plus imposants étaient issus des époques les plus récentes, principalement autour de mai 9000 avant Jésus, à l'aube de l'agriculture et des premiers villages sédentaires. À l'inverse, la tribu la plus ancienne remontait à 45 147, composée d'Homo sapiens ayant connu un monde encore en pleine période glaciaire. Seules 7 tribus avaient choisi de rester à proximité du point d'apparition, tandis qu'une vingtaine d'autres s'étaient établies sur les flancs du plateau, recherchant un compromis entre abri et accès rapide à la forêt. Mais pour la majorité, la survie dictait une toute autre approche, s'éloigner autant que possible des autres groupes. Car tous savaient que, parmi les innombrables dangers de ce monde inconnu, le plus imprévisible et redoutable restait l'homme lui-même. 2 tribus eurent une idée singulière, gravir les titanesques murailles qui s'étendaient à perte de vue. Convaincus qu'il s'agissait d'un message divin, un signe envoyé par leur Dieu pour leur indiquer la voie à suivre, elles entreprirent cette ascension périlleuse, espérant ainsi marcher sur les traces d'une destinée qui leur était tracée depuis les cieux. Contre toute attente, cette décision téméraire se révélerait être un choix plus qu'avantageux pour la suite des événements. Les tribus installées sur le plateau ou sur ses flancs se réfugiaient dans les grottes naturelles ou dans des abris en pierre qu'ils s'efforçaient de construire peu à peu, usant de leurs bras et de leur ingéniosité. Tout en cherchant à comprendre leur nouvel environnement, certaines tribus tentaient d'établir des formes de communication entre elles, utilisant des gestes et des signes rudimentaires pour échanger des informations, bien qu'aucune véritable langue commune n'existât. Tous ces humains se retrouvaient face à un environnement inconnu, bien que des similitudes avec des plantes et des animaux qu'ils avaient déjà rencontrés au fil de leur vie éveillait en eux un étrange sentiment de familiarité. Pour les tribus ayant choisi de quitter le plateau, le spectacle qui se déployait devant leurs yeux était d'une magnificence encore plus saisissante que ce qu'ils avaient observé depuis l'aridité du plateau. Chaque élément du paysage semblait chargé de mystère et d'émerveillement, tout en suscitant une inquiétude profonde. Les arbres qui s'étendaient devant eux surpassaient de loin tout ce qu'ils avaient pu connaître jusqu'alors. La canopée s'élevait majestueusement à des hauteurs vertigineuses, atteignant entre 90 et 100 mètres. Seuls quelques rares groupes humains avaient eu la chance d'observer des arbres aussi grands. Parmi eux, certains Amérindiens, témoins des séquoias s'élevant à plus de 100 mètres sur terre, et des aborigènes australiens ayant croisé sur leur chemin des eucalyptus titanesques, atteignant eux aussi près de 90 mètres. Cependant, ces géants n'étaient ni des séquoias ni des eucalyptus. La forêt était dominée par 2 espèces particulières qui composaient l'essentiel de la canopée. La première, une sorte de chêne colossal, présentait un branchage extraordinairement ramifié. Son tronc, impressionnant par sa largeur, mesurait près de 30 mètres de diamètre, offrant un soutien massif pour une telle structure végétale. Ces arbres semblaient défier les lois de la nature et de la physique. Leurs troncs robustes soutenant des cimes tentaculaires qui s'étendaient bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. La seconde espèce, moins imposante en diamètre mais tout aussi fascinante, ressemblait à des fougères arborescentes. Leurs troncs, relativement fins
comparés aux chênes géants, s'élevaient dans le ciel comme des colonnes droites, pratiquement dépourvues de branches, sauf au sommet, où un bouquet dense de frondes se déployait majestueusement. Ces arbres, semblables à d'immenses palmes figées, créaient une atmosphère de calme étrange, contrastant avec la majesté des chênes voisins. Ensemble, ces deux espèces formaient un duo végétal d'une rare beauté, où la solidité et la délicatesse semblaient se mêler harmonieusement. Parmi les tribus qui avaient choisi de fuir le plateau, il y en avait une originaire de Mésopotamie, semblable à celle de Maglan, le malheureux enlevé. Cette tribu comptait environ 250 membres, ce qui les rendait moins stressés que les autres tribus. Ils avaient confiance dans leur capacité à se défendre, sachant qu'ils pouvaient riposter si nécessaire. La tribu était dirigée par les patriarches des plus grandes familles, des figures respectées dont l'autorité avait forgé la cohésion du groupe. Parmi les patriarches, l'un d'eux se distinguait nettement par ses talents exceptionnels de leader, au point que son autorité lui avait valu le titre de chef de tribu, bien que cela suscitât une certaine jalousie parmi les autres. Mais ce titre, loin d'être usurpé, était pleinement mérité, car il avait encore une fois su prendre les devants dans cette situation incertaine. Dans un contexte aussi troublé où les décisions urgentes et cruciales s'imposaient, il avait guidé sa tribu avec fermeté et sagesse, les menant rapidement loin du danger. Cette tribu était accompagnée de bétail, principalement des ovins et des bovins, ainsi que de quelques chiens, compagnons fidèles de leur survie. Parmi leurs provisions se trouvaient des céréales primitives, principalement du seigle et du blé amidonnier, accompagnées d'une petite quantité d'orge et de blé en grains. Cependant, ces réserves alimentaires, bien qu'importantes, ne suffiraient pas à sustenter la tribu plus de 2 jours. Un défi majeur se profilait à l'horizon, l'imminence de la pénurie alimentaire, obligeant le groupe à prendre rapidement des décisions cruciales pour assurer sa survie dans cet environnement inconnu.